Monsieur l'ancien président de l'École polytechnique, Monsieur le doyen de la faculté des sciences et techniques de l'ingénieur, Monsieur le doyen de la recherche, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Je vous souhaite la bienvenue à la leçon d'honneur du professeur Libero Zuppiroli. Vous allez assister à une très belle tradition de l'École polytechnique, à une belle cérémonie qui consiste en la dernière leçon officielle à l'EPFL d'un professeur qui prend sa retraite. Je m'appelle Laszlo Forró, je suis professeur de physique à la faculté des sciences de base et je serai le maître de cérémonie ce soir. Le programme est le suivant. Tout d'abord, je vais faire une brève présentation du parcours du professeur Zuppiroli. S'en suivra sa leçon intitulée « Les origines sacrées des sciences de la matière », après laquelle vous aurez l'occasion de poser vos questions liées à la leçon. Ensuite, j'aurai la tâche de lui remettre le diplôme de professeur honoraire signé par le président Patrick Ebischer. À la fin, vous serez cordialement invité à prendre le verre de l'amitié. Avant de faire son éloge professionnel, permettez-moi de faire quelques lignes de son curriculum vitae. Donc, il est né le 14 juillet 1945 à Albignasego, en Italie, mais sa famille déménage dans la région de Marseille. Il fait cette étude à Paris, à l'École supérieure de télécommunications, où il est diplômé en 1969. Sous l'influence du professeur Yves Quéré, il s'oriente vers la physique. Il fait le DEA de physique des solides à Orsay, l'équivalent d'un master dans le système français. Il a eu la chance d'avoir pour enseignants les professeurs Friedel, Guinier et Deugène, des grands noms de la physique des solides. Il passe sa thèse en 1976. De 1977 à 1985, il travaille comme ingénieur de recherche de la communication de la commissariat à l'énergie atomique en France. Et en 1985, il est nommé professeur associé à l'École polytechnique à Paris. En 1990, il arrive à l'EPFL comme professeur extraordinaire au sein de l'Institut de génie atomique. Il fonde le laboratoire de physique des solides semi-cristallins. Après la transformation de l'école en 2001, il rejoint la faculté des sciences et techniques de l'ingénieur et crée le laboratoire d'optoélectronique des matières moléculaires. Il a pris sa retraite officiellement le 1er juin 2012. Pour sa présentation professionnelle, je vais traiter 3 aspects de sa carrière: la recherche, l'enseignement et l'homme engagé. Dans tous ces aspects, le professeur Zuppiroli a apporté une contribution remarquable à notre école et plus largement à notre société. Donc, en ce qui concerne la recherche, il est reconnu comme physicien expérimentateur de la matière condensée. Mais il ne s'agit pas uniquement que de faire des mesures, tout comme en physique théorique, il ne s'agit pas seulement que de faire des calculs, mais découvrir, comprendre et appliquer. C'est le credo de sa recherche. Privilégier la compréhension des phénomènes, s'appuyer sur la collaboration entre théoriciens et expérimentateurs et tisser des liens fructueux avec l'industrie. Il a cultivé tous ces aspects à un très haut niveau. Laissez-moi faire un résumé rapide de ces thèmes de prédilection. Au centre de cette activité, on trouve toujours les matériaux. Quand j'ai fait sa connaissance, il était spécialiste des défauts dans les conducteurs organiques, y compris les polymères conducteurs. Un sujet qui venait de démarrer dans le monde. D'ailleurs, je crois que le premier doctorat en Europe sur ce sujet fut exécuté dans son laboratoire par Nicole Mermillot. Quand son premier thésard, Serge Bouffard, a obtenu son doctorat, il lui a laissé le sujet des conducteurs organiques. Et bien qu'il avait déjà une réputation mondiale dans le domaine, professeur Zuppiroli est allé étudier un nouveau matériau, le carbure de bore. Ce matériau était d'intérêt pour les technologies de réacteurs nucléaires. Mais au sein de la communauté des physiciens, ce matériau n'était pas considéré comme, était considéré plutôt comme du schmutz, pas propre, pas bien défini. La générosité et ce courage de se lancer sur un terrain inconnu le caractérisera tout au long de son parcours professionnel. Il a dirigé 3 thèses sur le carbure de bore. Il est devenu un expert incontesté sur le sujet. En arrivant à Lausanne, il a commencé une collaboration fructueuse avec Siba Geigy sur les composites organiques
et une recherche ciblée pour la compréhension du TiO2, l'oxyde de titane, dans les cellules photovoltaïques dites Grätzer. Après cela vient l'épopée des matériaux organiques pour les différentes applications comme les diodes électroluminescentes, les transistors organiques, les films fluorescents et les cristaux photoniques modulés par les matériaux organiques. Dans tous ces thèmes, il y a une forte implication industrielle. Pour illustrer, à un moment donné, il avait un laboratoire de 400 mètres carrés chez Ilford à Marly. Donc, c'était sérieux et pas seulement du maquillage. Il a publié plus de 200 travaux scientifiques. Il était conférencier privilégié à de nombreuses conférences. Il ne s'est jamais caché derrière des explications vaseuses. Il est toujours simple et clair. Sur le contenu se superpose son style d'excellent orateur et l'humour qui le caractérise. Voici quelques photos de ses équipes à différentes époques. C'est son équipe travaillant sur le calibre de bord au CEA de Fontaine-Rose. En arrivant à Lausanne, 1990, c'est son équipe, une partie de cette équipe. Et dernièrement, donc, laboratoire d'optoélectronique des matériaux moléculaires, c'est son équipe récente à certaines époques. Donc, l'enseignant. Donc, suivant volet, c'est l'enseignement. Il est un enseignant hors pair. Il enseigne la physique générale, la mécanique quantique, la science des matériaux et l'histoire des sciences. La réussite de ces enseignements a été récompensée par le Polysphère d'or 2010, décerné par les étudiants au meilleur professeur de l'EPFL. Il s'est engagé dans l'enseignement, mais aussi comme organisateur. Sur la demande du président Ebicher, il a élaboré le premier programme d'humanité et de sciences sociales de l'EPFL en 2001. Dans son laboratoire à Paris et à Lausanne, il a formé des chercheurs et futurs professeurs. En tant que directeur de thèse, il a eu une dizaine de doctorats à Paris et 14 thèses à l'EPFL. Il a donc fortement contribué à la relève. Parmi les jeunes chercheurs formés dans ce laboratoire, plusieurs sont professeurs ou occupent des tâches importantes dans la vie scientifique en France, aux États-Unis ou en Suisse. Parmi ceux-ci, on compte Serge Bouffard, qui est directeur du centre de recherche sur les ions, les matériaux et la photonique à Caen, Nicole Mermillot, qui est responsable pour les nouvelles technologies de l'énergie au sein de CEA Grenoble, Hanno Mutka, chercheur à l'Institut Lao Langevin à Grenoble, qui fut le président de l'Association européenne de diffraction de neutrons, Silke Paschen, qui est professeur ordinaire à l'École polytechnique à Vienne, Olivier Chauvet, professeur ordinaire à l'Université de Nantes, moi-même, Wolfgang Baxter, qui est professeur à l'Université de Toulouse, et Frank Nuesch, qui est directeur du laboratoire polymère fonctionnel à l'EMPA et professeur titulaire à l'EPFL, Rolando Ferrini, qui est directeur d'une section au CSM à Bâle, et j'en passe. Le volet suivant, son activité de l'homme engagé. L'homme engagé, auteur de livres et de traités. Par son amour de la science et de l'art, il rédige 3 livres, une trilogie sur la lumière, la couleur, la source de la lumière. Ces 3 volumes représentent un travail gigantesque, une synthèse de la science, de l'histoire de la science, de l'art, de la poésie, de la photographie et des technologies les plus récentes d'objets lumineux. Avec ses compagnons, Marinel Bussac, Christian Grimm et Daniel Schleffer, il a démonté son caractère d'encyclopédiste. La visibilité de ces livres dépasse largement les frontières helvétiques. Mais l'œuvre qui risque de revenir, horrible dictu, un best-seller en Europe, c'est La bulle universitaire, voilà, qui est déjà un best-seller suisse. La bulle universitaire vient d'être traduite en espagnol. Cet essai invite le lecteur à une réflexion globale sur l'institution universitaire en livrant son analyse, ses espoirs et ses craintes sur l'enseignement, la recherche et la liberté universitaire. D'après lui,
le terrain de jeu du néolibéralisme, c'est aussi la culture et l'éducation. Et il nous met en garde contre le danger que notre métier, notre éducation, ne devienne le carburant bon marché des happy factories, des usines du bonheur. L'homme engagé dans la vie de l'EPFL, il a une conscience aiguë de la position de l'homme dans la société. Suite à cela, il s'engage dans les débats sur la Convention de Bologne. Il publie quelques articles dans Polyrama sur le danger de ce grand supermarché où finalement l'étudiant consommateur est humilié en achetant un diplôme bon marché sans y investir son cerveau. C'est sûrement cette réflexion qui l'a conduit à rédiger son essai « La bulle universitaire ». L'éducation, la recherche, le marché reviennent dans le débat auquel il participe dans le hotspot sur le thème « Les universités sont-elles vraiment des entreprises comme les autres ?» Et il est inutile de donner ici sa réponse à la question. Il s'exprime volontiers dans les débats publics, à la radio, à la télévision, les conférences, aux écoles sur des sujets très variés, comme par exemple la souffrance au travail, comment réenchanter le savoir. Il le fait avec aisance parce qu'il réfléchit, il analyse tout le temps. Il ne vit pas à la surface, mais en profondeur. On vit une époque incertaine, une époque troublante où les repères sont confus. Et il nous faut des personnalités, des professeurs engagés sur tous les plans, éducation, culture, sociale, pour nous guider. Il en fait partie. Mais en citant Virgile, il y a peu de nageurs dans les eaux troubles. Permettez-moi à la fin que je donne une touche personnelle. Nous nous connaissons depuis 1980, plus de 30 ans. J'ai débuté ma carrière dans son groupe au CEA de Fontaine-Rose, dans le banlieue parisien. Il avait 33 ans, moi 25, il me paraissait vieux. Aujourd'hui, je le regarde avec des yeux différents et je le trouve plutôt jeune. Il a joué un rôle déterminant dans ma carrière. Un jour, en 1982, je lui présentais un petit modèle qui expliquait la relaxation de spin dans les conducteurs organiques. Ce modèle était différent du modèle accepté par la communauté scientifique. Il m'a dit, Laszlo, c'est faux. Ça pourrait être un poème surréaliste, mais jamais une explication du phénomène. 2 jours plus tard, il est revenu en me disant, Laszlo, tu as raison. Et à ce moment-là, je suis devenu physicien. Il m'a donné la confiance et m'a fait prendre conscience du fait que je peux faire quelque chose de moi-même. Quand j'ai rejoint son équipe en 1991 l'EPFL, il m'a donné très généreusement beaucoup de liberté pour que je puisse faire une recherche indépendante de la sienne et que je puisse proposer ma candidature pour un poste de professeur quelque part. J'ai eu beaucoup de chance, car grâce à lui, j'ai été nommé professeur ordinaire ici. Depuis de nombreuses années, nous sommes voisins de couloir et j'ai beaucoup eu l'occasion de discuter avec lui de différentes choses. Un thème récurrent de nos discussions, c'est la recherche et l'enseignement. On constate que pendant ces parcours de 30 ans ensemble, notre métier a beaucoup changé. À l'époque, les journaux scientifiques faisaient partie intégrante de la recherche avec un système d'évaluation sérieux et des éditeurs responsables. Il me semble qu'aujourd'hui, ils ont adopté le business model, c'est-à-dire vendre le mieux le produit. Le chercheur suit cette logique, le Graal étant de publier dans les magazines avec un facteur d'impact élevé. Le comble de leur succès consiste à apparaître 3 minutes au téléjournal où ils promettent, comme tu le dis, des applications non applicables, à promettre la Lune à partir d'une luminion de chandelle. Cette recherche ressemble de plus en plus à une course de lévrier où des chiens aérodynamiques super musclés poursuivent un lapin artificiel sur un circuit. On préfère les chiens de chasse moins beaux, moins rapides, mais plus précis,
qui se promène dans les campagnes sauvages et qui a le nez, qui a le flair pour débusquer le vrai lièvre. Peut-être vais-je dévoiler un dernier trait de ta personnalité. Ceux qui ont été dans ton bureau ont pu y voir ta collection de Don Quichotte et Sancho Panza. Don Quichotte qui se bat contre les moulins, mais aussi qui rêve à l'inaccessible étoile. Chers libéraux, c'est avec impatience que nous attendons ta leçon terminale ce soir. Merci beaucoup, Laszlo. C'est terrible de voir commencer une leçon après ça. C'est peut-être un peu fort, là. Voilà. Bon, je voudrais remercier d'abord, en commençant, tout le monde d'être venu si nombreux pour m'accompagner ce soir. Et je voudrais adresser un remerciement particulier à Madame Claudine Vito, parce qu'elle représente ici une époque qui fut pour moi l'âge d'or de l'EPFL. Madame Claudine Vito accompagnait souvent son mari dans les cérémonies, aux journées scientifiques, pédagogiques, et son sourire, sa complicité nous faisait du bien. Voilà. Alors pour tout ça, je vous remercie, Madame. Je voudrais aussi remercier le président Jean-Claude Badou qui est venu ici. J'ai pu interagir avec lui il y a une quinzaine d'années et il m'a laissé toujours une image d'énergie extraordinaire et cette énergie, il l'a gardée jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour moi un peu un modèle pour mon avenir. Merci beaucoup de votre présence. De cette même époque, je voudrais saluer aussi l'ingénieur Elio Marcacci, qui est pour moi un modèle d'ingénieur suisse, non seulement très créatif, mais aussi conscient de ses responsabilités vis-à-vis de la société et de l'Europe et du monde. Merci de votre présence. Voilà. Je voudrais remercier aussi le professeur Martin Wetterli, qui est ici et qui représente la nouvelle EPFL vis-à-vis de laquelle je suis aussi redevable. Et en plus, il représente aussi le Fonds national de la recherche scientifique qui a été pour nous quelque chose de vital dans la conduite de nos recherches. Et puis je voudrais aussi évidemment remercier tous mes compagnons dans ce parcours, compagnons et compagnes qui sont venus ici nombreux et j'ai été très surpris parce que certains sont venus de très loin et c'est très émouvant pour moi de les retrouver ici. Aussi bien les secrétaires de laboratoire, secrétaires de la section de physique, aussi les collaborateurs techniques, parce que j'ai vécu une époque où l'originalité de notre recherche venait beaucoup des équipements que nous étions capables de réaliser nous-mêmes dans nos laboratoires, et c'était
les collaborateurs techniques qui faisaient ça. Il y en a eu d'excellents au sein du laboratoire que j'ai dirigé. Et puis évidemment, les collaborateurs scientifiques dont il a été question et d'autres, les doctorantes, les doctorants, tout ça, c'est des compagnons de parcours. Alors, Laszlo a dit que j'avais pu rendre service à certaines personnes. C'est possible, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des zones d'ombre dans la direction d'un laboratoire, que ce n'est pas facile de diriger des thèses. Donc, c'est la dernière occasion qui me reste pour aussi demander pardon à ceux à qui peut-être j'ai fait quelques, disons, quelques maladresses. Bon. Donc, si j'ai apporté quelque chose, c'est bien possible, mais eux ont fait beaucoup plus que de m'apporter quelque chose. Ils m'ont transformé. Donc, je suis le produit, en quelque sorte, de toutes ces interactions avec ces compagnons de parcours, et c'est comme ça que je vais me présenter à vous aujourd'hui. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant à la partie oui, ce qui compte maintenant, ce n'est pas la nostalgie du passé, mais c'est l'avenir, et j'espère qu'il y a quand même un avenir pour moi aussi, dans le sens que je vais continuer à réfléchir, à penser, à méditer. Et c'est un peu de ces méditations que je vais vous parler aujourd'hui. Alors le sujet de mon intérêt, la question que je me pose finalement, c'est d'où la science des matériaux peut-elle bien tirer son énergie et sa créativité? Et j'ai donné un titre un peu provocateur à ma conférence, les origines sacrées des sciences de la matière. Alors je ne voudrais pas que vous disiez « Ah, Zupiroli vieillit mal, maintenant il va donner dans l'ésotérisme ou dans les bondieuseries. » Non, ce n'est pas le propos, je ne peux pas tomber là-dedans parce que ma mère, quand j'étais enfant, me répétait toujours la logica, figlio mio, la logica. Et donc, ça m'est difficile d'échapper à cette idée de rationnel dans la science. Donc, la science relève bien du rationnel et l'expérience, mais souvent, le rationnel n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Parce que pour être rationnel et trier des idées, encore faut-il qu'il y ait des idées. Et comme l'a dit Laszlo, nous vivons un peu dans un monde où on a de grandes universités, beaucoup de chercheurs, beaucoup d'étudiants, tout ça. Et comme disait le général de Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Donc, c'est un peu là-dessus que je voudrais réfléchir. Et donc, pour tenter de répondre à cette question, nous allons explorer un peu la relation de l'homme avec les matériaux depuis la préhistoire. Est-ce que c'est un moyen, en se référant à la préhistoire et l'histoire, est-ce que c'est un moyen de trouver la clé de la créativité? Bon, certains vous diront que non. Nous verrons bien ce que vous en pensez. Voilà. Alors je vais donc entrer dans quelques petites scènes de la relation de l'homme avec les matériaux, 3 petites scènes de la préhistoire, une scène au XVIIe siècle
et une scène au XXe siècle. Alors nous allons commencer il y a 400 000 ans. Il y a 400 000 ans, notre ancêtre s'appelait Homo erectus et il venait tout juste de maîtriser le feu. Donc c'est un chasseur-cueilleur vivant en petite communauté itinérante. Alors on peut se demander que transportaient nos ancêtres chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. Alors ils transportaient des pierres pour faire des outils et des armes, mais aussi, paradoxalement, ils transportaient avec eux des couleurs. Ces couleurs, ces matières colorantes étaient principalement des ocres. Ah, mais je n'ai pas salué la présence de notre doyen, M. Psaltis. Merci. Donc, ils transportaient avec eux principalement des ocres. Alors, les ocres sont des oxydes de fer. Et si l'oxyde de fer est hydraté, l'ocre prend une couleur jaune. Si l'oxyde de fer est anhydre, à ce moment-là c'est de l'hématite, Fe2O3, cet oxyde prend une couleur rouge. Et puis si vous arrivez en chauffant jusqu'à Fe3O4, vous pouvez avoir le noir. Donc vous disposez de toute une palette de couleurs. Alors ce machin, il faut l'allumer pour qu'il marche, voilà. Vous disposez donc de toute une palette de couleurs. Dans les photos que je vais vous montrer ici, vous avez plusieurs photos de Christiane Grimm avec laquelle j'ai beaucoup collaboré. Donc vous avez un peu transformé par le numérique, malheureusement là, la palette des couleurs de la préhistoire, qui n'est pas si violente, mais qui va du jaune au pourpre, pratiquement ici. Alors cette palette est aussi celle des peintures rupestres. Je ne vais pas vous montrer des peintures rupestres parce qu'on les connaît, mais je vais vous montrer que cette palette de couleurs est très importante pour nous. On la retrouve dans l'histoire de l'art à de nombreux moments. Et j'ai choisi un moment qui est particulièrement touchant pour moi, c'est l'époque de Georges de la Tour. Voilà, alors vous retrouvez là cette palette d'ocre et de brun et de jaune. Et elle accompagne ici une méditation sur la naissance, une méditation sur la liberté et une méditation sur la mort. Alors, du point de vue, vous allez me dire, ces ocres, bon, c'est pas grand-chose pour nous, mais il y a aussi le point de vue économique. Ces matériaux, aussi bien naturels que artificiels, ont encore une importance considérable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on extrait et on fabrique 1 million de tonnes d'oxyde de fer aujourd'hui pour diverses applications, pour un marché de matières colorantes de plus d'1 milliard de dollars. Donc vous voyez que le matériau
apparaît d'une manière symbolique pour une utilisation rituelle et il est en même temps un matériau important pour nous. Donc, à part la pierre, je vous fais remarquer que les ocres sont les premiers matériaux à avoir été collectés et traités par l'humain. Il existe de nombreux sites, plusieurs centaines, qui attestent d'une véritable activité minière au Paléolithique de ces chasseurs-cueilleurs qui avaient su recueillir qui avaient repéré les bons endroits et qui ont su traiter ces matériaux par le feu pour en dégager toute la palette de couleurs. Voilà. Alors donc, voilà une science des matériaux qui n'a pas vu le jour à des fins utilitaires. Mais on sait aussi que ces ocres, à peu près à partir de 70 000 ans avant notre ère, ont été utilisés dans les sépultures. Mais alors, il y a 400 000 ans, que faisaient ces chasseurs-cueilleurs avec ces ocres? Ça reste vraiment un mystère, on se perd dans les conjectures. Mais, une possibilité qui existe encore aujourd'hui chez certains peuples dits primitifs, c'est dans certaines cérémonies initiatiques la possibilité d'utiliser ces ocres pour se peindre le corps. Il s'agit ici de photographie du cinéaste français Olivier Lassus. Voilà, alors le matériau qui vient après est un matériau qui sera principalement utilisé au néolithique, c'est l'argile. L'argile qui va servir à fabriquer des matériaux de construction, évidemment, et des poteries. Là, on est beaucoup plus qu'à 1 milliard de dollars de marché. Bon. Donc, ces matériaux de construction, donc l'argile, on le sent, c'est un matériau qui va être important pour l'humain parce qu'on le voit apparaître dans de nombreuses mythologies, là aussi. Vous avez la création de l'homme se fait à partir de l'argile. Dans la Bible, mais aussi, par exemple, dans les mythologies mésopotamiennes, où on mélange de l'argile avec le sang d'un dieu. Et on retrouve pratiquement partout dans le monde, y compris dans le Nouveau Monde, des mythologies de création de l'homme à partir de l'argile. Alors, cette argile a une propriété importante, c'est qu'elle est plastique à cause du caractère lamellaire du matériau. Dès que vous mettez de l'eau, effectivement, vous pouvez la travailler. Elle est aussi un matériau de la vie, parce que l'argile peut transporter toutes sortes d'ions qui sont des ions pour la vie, et elle est aussi, elle peut servir de réacteur chimique à beaucoup de réactions, et elle est utilisée dans des sujets à la mode à notre époque. Mais je vais m'intéresser aux poteries. Et là encore, on constate quelque chose d'assez intéressant. Les poteries utilitaires, les premières poteries utilitaires datent de à peu près 12 000 avant notre ère au Japon. Et dans nos contrées, plutôt autour de 8 000 à 9 000. Mais bien avant, 24 000 avant Jésus-Christ, dans plusieurs sites là aussi, l'argile est utilisée et a été cuite ici à des températures de l'ordre de 600 à 700 degrés pour fabriquer soit des figures rituelles d'animaux qui ressemblent aux animaux des grottes de Lascaux ou de la grotte Chauvet, soit encore des Vénus
qui ont été une des figures rituelles qui ont un peu obsédé nos ancêtres du Paléolithique. Voilà. Ça, c'est à Dolní Stonice, à côté de Vienne, que se trouve le site où vous avez, en Moravie, quoi, que se trouve le site où vous pouvez trouver ces Vénus. Et après, alors, nous allons, oui, ça, c'est juste une image qui montre que même 5 siècles avant Jésus-Christ, dans la poterie grecque, vous avez encore beaucoup de poteries qui servent comme mobilier pour les tombes, et donc de manière tout à fait rituelle encore. Voilà, et maintenant nous allons passer à la métallurgie. Alors là, nous sommes 6000 ou 7000 avant Jésus-Christ. Et là aussi, comme pour les autres matériaux, c'est des applications de la métallurgie qui ne sont pas des applications pratiques, qui voient d'abord le jour. On comprend la fascination de nos ancêtres au contact avec un métal qu'ils découvrent comme un métal natif. Le métal a d'abord un éclat métallique, c'est-à-dire que c'est comme s'il émanait de la lumière de ce matériau. Et ensuite, si vous le touchez, un métal est toujours plus froid que son environnement et souvent plus lisse. Et donc, on comprend tout à fait cette fascination pour ces métaux natifs. Et un des premiers métaux natifs, c'est le fer. Le fer, qui est du fer météoritique. Il y a eu plusieurs centaines de tonnes de fer météoritique utilisées par nos ancêtres, notamment en Amérique. Et ce fer météoritique, c'est le fer qui vient du ciel. Quant aux autres métaux, ce qu'on a appris assez vite à fabriquer avec des minerais, et par réduction avec du carbone, ces autres minéraux sont dans la terre, et on sent bien que ce sont des embryons dans cette terre. Peut-être qu'il y a eu une fécondation de la terre par le sperme d'un dieu ou quelque chose comme ça, et tout ça, ça a formé des petits embryons qui mûrissent dans la terre, et le métallurgiste qui doit s'occuper de ces embryons doit évidemment s'entourer de toutes sortes de rites, parce qu'il fait une sorte d'obstétrique. Voilà. Alors, je vais quand même écrire à la conclusion de cette première partie, parce que ça va me servir pour la conclusion générale de mon exposé. Et puis parce que une des choses que je regretterai le plus, c'est la craie et le tableau. Donc, il est souvent arrivé que le symbole l'image le rite est anticipé les applications utilitaires d'une découverte. Voilà. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus vite dans l'histoire, et depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au XVIIe siècle,
les recherches alchimiques ont dominé les sciences de la matière. Les sciences de la matière, c'est l'alchimie. Alors ce qui frappe, c'est le caractère robuste de cette mentalité alchimique, puisqu'on retrouve encore la marque de cette idéologie dans l'agriculture biodynamique aujourd'hui, ou dans les médecines douces dont certaines soignent avec des métaux très dilués. Ce qui frappe aussi, c'est le côté universel de l'alchimie, c'est-à-dire qu'il existe une alchimie chinoise, indienne, grecque, hébraïque, arabe, occidentale. Alors quand un scientifique essaie de pénétrer dans l'alchimie en regardant les quelques-uns des centaines, sinon milliers de traités qui ont été écrits là-dessus, on rencontre tout un fatras de symboles. On aurait envie presque de dire que c'est juste n'importe quoi. D'autant plus que si on va regarder les recherches qui se sont faites et pour lesquelles on a des recettes, eh bien, il n'y a pas deux personnes qui soient vraiment d'accord, quoi. Il n'y a pas un corpus. Chaque individu alchimiste présente son propre symbolisme et ses propres recettes si vous allez regarder dans le détail. Il y a une philosophie généralement unique dont nous allons parler maintenant. Mais enfin, je vous montre quelques-unes de ces gravures, de ces ouvrages d'alchimie qui vous montrent évidemment la mer, terre, etc. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, l'œuf philosophique avec des choses monstrueuses à l'intérieur ou bien les couleurs. On ne va pas discuter de ça, les questions de mort et de renaissance, de putréfaction, etc. Voilà. Je vais m'arrêter sur cette image qui me servira tout à l'heure. Alors, donc quels sont les fondements philosophiques de l'alchimie? Eh bien, l'univers est considéré comme un organisme vivant, dans lequel tout évolue et les morts et les naissances se succèdent sans relâche. C'est ce que Aristote appellerait le monde de la génération et de la corruption, c'est-à-dire des choses qui naissent et qui meurent. Alors, puisque tout est engendré comme ça, c'est que l'univers est sexualisé. Il y a des principes féminins et des principes masculins, le yin et le yang. Ou bien, pour les alchimistes de chez nous et d'ailleurs, le soufre et le mercure, qui sont les principes masculins et féminins à partir duquel, notamment, on fabrique les métaux. Bien sûr, le soufre et le mercure dont je parle là ne sont pas nos soufres et nos mercures ordinaires, qui sont impurs. Ce sont le soufre et le mercure philosophiques. Alors, évidemment, dans notre univers vivant, tout évolue vers la perfection. Mais tout évolue très lentement. L'alchimiste est quelqu'un qui vient un peu accélérer les évolutions. L'univers obéit à un réseau de correspondance. Le macrocosme de l'univers correspond au microcosme humain. Les planètes vont correspondre aux organes du corps. Alors, ce réseau de correspondance, comment se fait ce réseau de correspondance? Quelles sont les interactions qui permettent aux planètes d'interagir avec votre corps ou avec les métaux qui se trouvent dans la Terre et qui leur permettront de mûrir? Eh bien, ce réseau de correspondance est porté par l'esprit ou l'âme du monde. Et cet esprit, le spiritus, permet ces correspondances.
Alors, dernière caractéristique, non, avant-dernière caractéristique importante, l'alchimie est une pratique expérimentale, dont les mots-clés sont évaporation, distillation, amalgame, sublimation, putréfaction, coagulation, fermentation, etc. Et dernière caractéristique importante, l'alchimie présente une composante mystique très forte. En fait, les transformations qu'on fait subir à la matière sont en quelque sorte, elles symbolisent et accompagnent les transformations du chercheur lui-même ou de la chercheuse. Il y a peu d'alchimistes femmes, mais il y a par exemple Marie la Juive qui a inventé le bain-marie, ou Cléopâtre, pas la grande Cléopâtre avec son nez, mais une autre. Et donc, voilà. Mais nous avons une composante mystique, et là je vais citer un texte de Gaston Bachelard qui nous donne bien le sentiment de ce qui se passe. La déduction des symboles ne se déroule plus sur un plan logique ou expérimental, mais bien sur le plan de l'intimité toute personnelle. Il s'agit bien moins de prouver que d'éprouver. Qui saura jamais ce qu'est une renaissance spirituelle et quelle valeur de purification a toute renaissance s'il n'a dissous un sel grossier dans son juste mercure et s'il ne l'a rénové à une cristallisation patiente et méthodique, en épiant la première moire cristalline avec un cœur anxieux. Alors, retrouver l'objet, c'est vraiment retrouver le sujet. C'est se retrouver à l'occasion d'une renaissance matérielle. On avait la matière dans le creux de la main. Pour qu'elle soit plus pure et plus belle, on l'a plongée dans le sein perfide des acides. On a risqué son bien. Un jour, l'acide adouci a rendu le cristal. Toute l'âme est en fait pour le retour du Fils prodigue. Donc voilà un peu cette idée. Donc, je vous ai présenté l'alchimie, mais c'est pour arriver à une question qui nous intéresse plus directement et que les scientifiques ne se posent pas toujours. Pourquoi les lois de la gravitation universelle, dont nous, scientifiques, sommes très fiers, ont-elles été essentiellement découvertes par Kepler, qui était un astrologue et un néoplatonicien qui pensait le monde construit à partir d'une harmonie universelle et de la musique des sphères, donc par Kepler, astrologue, et par Newton, alchimiste convaincu. Est-ce une coïncidence? Qu'est-ce que c'est qui pousse ces gens dans ces voies-là? Eh bien, au fond, il faut laisser répondre Newton lui-même. Et pour ce faire, nous allons prendre les Principia de Newton. Et nous allons voir ce que Newton dit de tout ça. J'ai expliqué jusqu'ici les phénomènes célestes et ceux de la mer par la force de la gravitation, mais je n'ai assigné nulle part la cause de cette gravitation. Cette force vient de quelque cause qui pénètre jusqu'au centre du Soleil et des planètes sans rien perdre de son activité. Ce serait ici le lieu d'ajouter quelque chose sur cette espèce d'esprit très subtil qui pénètre à travers tous les corps solides et qui est caché dans leur substance. C'est par la force et l'action de cet esprit que les particules des corps s'attirent mutuellement aux plus petites distances et qu'elles cohèrent lorsqu'elles sont contiguës.
C'est par lui que les corps électriques agissent à de plus grandes distances, tant pour attirer que pour repousser les corpuscules voisins. Et c'est encore par le moyen de cet esprit que la lumière émane, se réfléchit, s'infléchit, se réfracte et échauffe les corps. Toutes les tentations sont excitées et les membres des animaux sont mus quand leur volonté leur donne, par les vibrations de cette substance spiritueuse qui se propage des organes extérieurs des sens par les filets solides des nerfs jusqu'au cerveau et ensuite du cerveau dans les muscles. Mais ces choses ne peuvent s'expliquer en peu de mots et on n'a pas fait encore un nombre suffisant d'expériences pour pouvoir déterminer exactement les lois selon lesquelles agit cet esprit universel. Et c'est pour cette raison-là que Newton a fait 30 ans d'alchimie et c'est au moment de l'écriture des principes mathématiques de la philosophie naturelle que ces expériences d'alchimie sont les plus nombreuses et les plus intenses. Son neveu nous raconte un peu comment vivait Newton. Il allait très rarement se coucher avant 2 ou 3 heures, parfois pas avant 5 ou 6 heures, s'allongeant pendant environ 4 ou 5 heures. En particulier au printemps et en automne, durant lesquels il était occupé dans son laboratoire 6 semaines d'affilée, le feu restant allumé nuit et jour. Il restait debout toute une nuit et moi la suivante, jusqu'à ce qu'il ait terminé ses expériences de chimie, dans l'exécution desquelles il était le plus précis, le plus minutieux et le plus exact qu'il puisse se faire. Quel qu'ait pu être le but qu'il poursuivait, je n'étais pas capable de pénétrer ce projet, mais les efforts, le zèle qu'il déployait me firent penser qu'il visait quelque chose situé hors de portée de l'art et de la technique de l'homme. La transmutation des métaux était son propos premier, et dans ce but, l'antimoine était un ingrédient essentiel. Son fourneau en briques, il le construisit et le modifia lui-même sans aller déranger un briqueteur. Donc Newton, qui était un excellent expérimentateur, a fait des fébrilement un très grand nombre d'expériences et maintenant, après avoir bu une goutte d'eau, je vais essayer d'évoquer une des expériences principales alchimiques faites par Newton. Alors, nous partons de cette image. Newton avait lu, commenté, on a retrouvé toutes ses notes, bien entendu, avait commenté la plupart des alchimistes, et là, il s'agit de Basile Valentin, qui est un moine bénédictin du XIVe siècle. C'était un bon chimiste, puisqu'il a décrit la préparation de l'acide chlorhydrique et la distillation de l'alcool. Alors, pour cette image-là, il dit la chose suivante. Prends le loup gris, l'enfant de Saturne, et donne-lui le corps du roi en pâture. Lorsqu'il l'aura dévoré, fais un grand feu et mets-y le loup pour qu'il y brûle tout entier, de sorte que le roi soit racheté. Donc nous partons de cette expérience-là, qui est finalement une expérience de purification de l'or. Le loup est depuis déjà plusieurs siècles un symbole du métal, de l'antimoine, et le roi, évidemment, c'est l'or, mais vous voyez que cet or est en mauvais état, et donc le loup va le manger. Une fois que le loup a mangé, vous jetez le loup dans le feu et vous voyez ressortir le roi, mais c'est un roi régénéré, purifié.
Alors Newton s'empare de cette expérience-là et il commence à travailler sur l'antimoine. Alors, ce que les gens appelaient antimoine à l'époque, ce n'était pas le métal antimoine, mais c'était le minerai d'antimoine qui était un sulfure d'antimoine, la stilbine. Donc, on prend ce sulfure d'antimoine, et si ce sulfure d'antimoine, on le chauffe avec un métal, par exemple du fer, eh bien, le fer va réduire la stilbine. Vous allez sortir de là un sulfure de fer qui est une sorte de gang. L'alchimiste verra sortir l'impureté de tout ça. Et puis vous avez le métal antimoine qui va apparaître. Mais figurez-vous que ce métal antimoine apparaît sous forme d'un réseau de fines aiguilles. C'est une affaire de cristallisation. Et ces fines aiguilles partent de centre. Il y a, en formant des étoiles à 6 branches. Donc imaginez ce réseau merveilleux d'étoiles à 6 branches. Il est bien clair qu'avec un tel matériau, vous disposez d'un aimant qui peut attirer le spiritus universel. Rien que la forme vous l'indique. Donc ce matériau qui s'appelle le régule d'antimoine possède cette propriété. Alors que faire avec ça quand vous avez un matériau si précieux? Eh bien, vous pouvez l'utiliser pour filtrer le métal et extraire le mercure philosophique. Vous allez utiliser cet antimoine comme une membrane qui extrait le mercure philosophique, et dans plusieurs expériences, Newton nous dit qu'il a probablement, ce n'est pas vrai, qu'il a dégagé le mercure philosophique. En plus, il a fait varier les réseaux d'antimoine en alliant avec du cuivre et avec de l'argent. Il a donc tout un paquet de filtres. Si j'étais un jeune professeur assistant qui arrive à l'EPFL dans le domaine des nanosciences, je me dirais, tiens, c'est sympathique ça, l'antimoine, personne en parle, puis ces réseaux, ces régules se forment par cristallisation. Peut-être on pourrait jouer avec ça, qui sait, on pourrait peut-être faire un réseau nano. Et puis, bon, mais qu'est-ce qu'on va filtrer avec ce réseau? C'est vrai, ça ne va pas être le mercure philosophique. Alors, on va filtrer par exemple les micropolluants des lacs, de façon à régénérer un peu l'omble chevalier dans le lac de Neuchâtel, qui a tendance à disparaître. Donc, si vous voulez, voilà quelque chose. Ou bien alors, peut-être, on va pouvoir faire un peu d'optique avec ces réseaux. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'il est possible de passer facilement du sacré au profane, et que le jeu de notre imagination possède un champ extrêmement large dans tout ça. On voyage depuis des considérations liées au spiritus jusqu'à des choses les plus terre-à-terre. Alors je vais mettre ici une deuxième conclusion qui m'intéresse et qui va terminer cette partie. Les transformations que le chercheur fait subir à la matière préfigurent et accompagne celle que subit sa propre personnalité.
voilà, on va juste mettre ici un tiret comme ça, et là aussi. Voilà, et maintenant nous arrivons au XXe siècle, ça va être la dernière étape, et la scène dont je vais vous parler maintenant se passe à Zurich. Et elle concerne d'abord le psychologue Carl Gustav Jung. Tout comme Newton, ce psychologue avait aussi des ambitions très grandes, la compréhension des mécanismes psychiques humains, et pour cela, il était à la recherche d'une sorte de théorie générale du rêve. Il fut frappé par les ressemblances qu'il voyait entre les rêves de ses patients et puis la symbolique alchimique. Donc, il s'est mis à étudier l'alchimie tout à fait à fond. D'ailleurs, au fond, il n'y a que deux personnes qui ont étudié l'alchimie tout à fait à fond, c'est Newton et Carl Gustav Jung. Donc, il s'est mis à étudier l'alchimie tout à fait à fond, les symboles là-dedans, et puis vous pourrez vérifier ses intuitions initiales, comme il était un bon scientifique, il avait envie d'expérimenter. Donc, il décide de choisir un seul sujet qui pourrait lui fournir des rêves. Bon, ce serait bien si cette personne était un scientifique, un bon rêveur scientifique. Voilà. C'est ça qu'il essaie de choisir. Et finalement, il choisit le professeur Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli, en 2 années, lui fournira 400 rêves. Alors bien sûr, comme Jung est un scientifique, il n'a pas collecté les rêves lui-même. Wolfgang Pauli n'avait pas le droit de lui parler. Personnellement, c'est un assistant qui collecte ses rêves. Jung les interprète en termes d'alchimie et il ne montre pas évidemment les interprétations jusqu'à ce que le processus soit fini. Mais après ça, eh bien, Jung et Pauli sont devenus des gens qui ont collaboré pendant toute leur existence. Et vous avez ici une correspondance Pauli-Jung 1932-1958 qui montre un peu leur... Alors, pour comprendre ce que Jung pensait, nous allons prendre un extrait de son ouvrage Psychologie et alchimie, dans lequel sont rapportés les rêves en question. Page 318. Ainsi, la véritable nature de la matière était inconnue de l'alchimiste. Il ne la connaissait que par des allusions. En cherchant à l'explorer, il projetait l'inconscient dans l'obscurité de la matière afin de l'illuminer. Pour expliquer le mystère de la matière, il projetait un autre mystère, son propre arrière-plan psychique inconnu. Ce n'était pas là, bien entendu, un procédé intentionnel, mais un fait involontaire. À proprement parler, on ne fait jamais une projection. Elle se produit, elle est simplement là. Dans l'obscurité de quelque chose d'extérieur, je découvre, sans la reconnaître, ma propre vie intérieure ou psychique. Donc voilà le message un peu que Jung veut ce message qui a rapport, comme vous voyez, à la créativité, qui veut nous transmettre. Alors que dit Pauli de tout ça? Pauli est enthousiaste lorsque sort le bouquin Psychologie et alchimie. Par exemple, il écrit à Jung ici, en 1947, l'année de ma naissance, « Cher professeur Jung, en réponse à votre lettre du 9 décembre, je voudrais vous confirmer une fois de plus par écrit que je soutiens pleinement l'idée de créer un institut destiné à poursuivre et à encourager la recherche dans le domaine que vous avez commencé à explorer.
et je me déclare prêt par la présente à inscrire mon nom sur la liste des donateurs. La rencontre entre vos recherches et l'alchimie montre, selon moi, que la tendance est à une fusion étroite entre la psychologie et l'expérience scientifique des processus au sein du monde matériel. Il s'agit sans doute là d'une évolution assez longue dont nous ne connaîtrons que les débuts et qui vise en particulier, lié au développement de la critique, visant à relativiser les concepts de temps et d'espace. Alors, Paoli, justement, s'est beaucoup intéressé à Kepler. Parce que là aussi, il se posait la question, quelle était la motivation, quel était le moteur de Kepler. Donc, je vous cite un passage sur Paoli et Kepler. J'ai d'abord été frappé par la similitude de ton entre mes rêves d'une part et les traités de physique du XVIIe siècle d'autre part, notamment ceux de Kepler, chez qui les concepts physiques sont encore très peu développés et où les réflexions scientifiques sont sans cesse mêlées aux représentations symboliques. J'ai ensuite remarqué certaines analogies entre le contenu de mes rêves et diverses images que se font les personnes étrangères au domaine de la physique, en particulier celles qui sont peu cultivées, peu habituées à exercer leur esprit critique et chez qui n'intervient du côté de la conscience aucun blocage susceptible de modérer la naïveté de ces images. Je me suis ainsi peu à peu rendu compte que ce type de rêve ou de rêverie n'était ni absurde ni arbitraire et révélait au contraire une sorte de signification seconde des concepts utilisés. Je pense donc disposer aujourd'hui d'assez d'éléments montrant que le type d'imagination que je désigne par l'expression physique des fondements est de nature archétypale. Ce n'est pas un hasard que ce soit quelqu'un comme Paoli qui se pose ces questions, parce que les découvertes faites par Paoli, qui lui ont valu un prix Nobel, sont parmi les choses les plus mystérieuses qui soient. Par exemple, le principe de Paoli est quelque chose qui est totalement mystérieux à y réfléchir. Voilà. Voilà, alors je vais mettre ma dernière conclusion avant la conclusion générale. La création scientifique implique à la fois la conscience et l'inconscient. Elle s'inspire de mythes et d'archétypes qui sont des représentations symboliques du soi. Voilà. Voilà, donc j'en viens à ma conclusion générale. Les recherches qui concernent la matière ne présentent pas que des aspects matériels ou expérimentaux. Forcément, s'y glissent aussi des dimensions spirituelles. Certaines de ces dimensions spirituelles sont cachées parce qu'elles relèvent de l'inconscient du chercheur. D'autres proviennent d'un inconscient collectif construit de mythes et d'archétypes. Alors, les dimensions spirituelles ne devraient pas
tenir de rôle dans les catégories du vrai et du faux, si vous voulez. Les catégories du vrai et du faux relèvent de l'esprit critique et du rationnel, et les dimensions spirituelles ne devraient pas intervenir. C'est mon opinion. Newton, lui, n'aurait pas dit tout à fait comme ça. Voilà ce que dit Newton: les vérités réelles s'incarnent dans les mythes, les fables et les prophéties. Ou encore, l'émissaire sacré de Bacchus, institué par Orphée, détenait un sens chimique. Bon, mais on n'est pas obligé de penser comme Newton, donc je pense que les dimensions spirituelles ne jouent pas de rôle dans les catégories du vrai et du faux. En revanche, ces dimensions spirituelles déterminent une bonne part de la créativité scientifique et technique, comme toute autre création, artistique par exemple, car toute activité créatrice est poétique et relève donc de l'imaginaire. Alors, j'en profite pour vous donner 3 opinions qui résultent de l'expérience que j'ai accumulée pendant ma carrière et qui sont les suivantes. Si je me pose la question, qu'est-ce une bonne recherche? Voilà. Qu'est-ce une bonne recherche? Alors, on pourra vous répondre que c'est celle qui est publiée dans les revues à impact, si vous voulez. Je vous propose une autre définition tout à fait personnelle, c'est que la bonne recherche, c'est plutôt celle qui transforme le chercheur. C'est-à-dire, vous regardez un chercheur qui a fait sa recherche, et puis s'il est transformé, c'est que vraisemblablement la recherche était bonne. Voilà. Qu'est-ce que la bonne science, si vous voulez? Ben, je crois qu'on repère la bonne science par son caractère humble, par son humilité. La bonne science, c'est par exemple Galilée qui dit eh bien, vous croyez que vous êtes au centre de l'univers, que le centre de l'univers se trouve à Lausanne ce soir. Eh bien non, votre Terre tourne autour du Soleil, etc. Donc ça, c'est un message d'humilité, et c'est vraisemblablement de la bonne science. C'est aussi le message d'humilité de Darwin, qui dit vous croyez peut-être que vous êtes une créature unique, mais non, vous avez une parenté assez grande avec les animaux. Un message d'humilité, c'est aussi Freud qui vient nous dire ah, mais vous croyez que vous avez le libre arbitre, mais c'est pas si simple. Freud et Jung qui vont vous dire attention, il y a aussi un inconscient avec lequel il faut compter. Voilà. Donc, voilà, une science qui est arrogante et qui pratique une débauche de communication ne peut pas être une bonne science. Voilà. Et enfin, je termine par qu'est-ce qu'une bonne université? Vous me direz, une bonne université, c'est celle qui est bien classée au classement de Shanghai. Mais non, je propose une autre définition. C'est une université qui assure à son personnel une sérénité et une liberté suffisante pour un développement harmonieux de l'imaginaire et de la création. Voilà. Sur l'ensemble de ma carrière, et à quelques détails près, j'ai vécu à l'EPFL dans une bonne université. Voilà, à partir de là, j'ai fait ce que j'ai pu. Et je me dois donc de remercier l'EPFL d'avoir été une bonne université pour moi jusqu'à aujourd'hui. Je remercie finalement aussi la Suisse qui m'a accueilli mieux que ne l'aurait fait tout autre pays.
c'est un pays dont les habitats m'ont beaucoup appris. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Libero. Donc, vous pouvez poser vos questions à professeur Superoi. Oui, s'il vous plaît. Quand vous dites que la science transforme le chercheur, elle le transforme sur un plan éthique, j'imagine, malgré tout une valeur qui va apparaître, c'est pas uniquement la transformation en tant que telle, qui va engendrer des monstres, l'histoire va le montrer. Vous avez raison. Donc, effectivement, je pense que quand je dis ça, je veux dire que c'est une science qui implique le chercheur dans toutes les caractéristiques de sa personnalité. Voilà, c'est ça que je veux dire. Maintenant, évidemment, si elle génère un monstre, vous pouvez tout de suite conclure sur la qualité de la science. Oui, s'il vous plaît. Vous nous donnez la définition d'une bonne science, d'une bonne recherche et d'une bonne université, mais d'un bon professeur, alors. Oui, alors, le bon professeur est celui qui réussit à être à l'écoute des paroles précieuses de ses étudiantes et étudiants. Et les bons étudiants. Et les bons étudiants sont comment? Par principe, tous les étudiants sont bons, puisqu'ils doivent étudier. Oui, s'il vous plaît. Monsieur, la récente campagne présidentielle aux États-Unis nous a montré la différence qu'il y a entre la pensée et puis l'argent. Et puis dans votre livre, la bulle universitaire, vous nous montrez ce qu'est la pensée, ce qu'est l'argent. Les deux oppositions, elles sont en lutte. Et quelle chance vous donnez à la pensée? Je pense qu'il est impossible de tuer la créativité humaine. Même les régimes communistes ont essayé, des tas de régimes ont essayé de le faire, et on n'arrive pas à tuer la créativité humaine. De plus, je me référerai au mythe. Ça veut dire que l'argent, les problèmes qui naissent lorsqu'on a comme seule divinité que l'argent, ont été déjà écrits et décrits de multiples fois. C'est le veau d'or, ça se termine toujours mal. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, je parie sur l'esprit. Bien sûr, à condition qu'on soit là. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, s'il vous plaît. Concernant, je crois, la dernière conclusion, une bonne recherche, c'est quand elle agit et transforme les chercheurs. Alors malheureusement, nous avons beaucoup d'exemples où les chercheurs sont devenus fous, ils se sont suicidés. Alors, est-ce qu'on doit conclure immédiatement que la recherche était bonne? Mais en fait, la recherche, c'était à faire. Oui. Alors bon, là c'est
Félicitations, Mélétis, c'est vraiment une belle question. Alors, bon, la relation avec la folie n'est pas claire. Voilà. Et ça, bon, je crois on peut laisser un certain voile ou déposer un joker, si vous voulez, parce que la folie entre aussi dans la création, si vous voulez, l'imaginaire dans ses formes extrêmes, mais si vous voulez, dans la folie, vous avez la souffrance. Voilà, alors, si on pouvait faire de la folie sans souffrance, ce serait très bien. S'il n'y a plus de questions, j'ai la tâche de remettre le titre de professeur honoraire à Monsieur professeur Libero Zuccarelli, en témoignage de reconnaissance pour son dévouement à l'enseignement, pour sa contribution marquante à la théorie et aux applications des matériaux organiques, pour sa participation à la mise sur pied du Collège de l'Humanité, ainsi que pour son engagement dans la vie intellectuelle de notre institution. Signé président Patrick Abicher et président de la conférence des corps enseignants Ronan Boulik. Libero et félicite. Il y a un petit cadeau de ton groupe et que Madame Thatcher va te remettre. Et maintenant, je vous invite pour prendre le verre d'amitié juste à côté, en sortant donc, le prochain bâtiment. Oui, c'est à côté du CO2. Oui. Voilà.